de telle façon que ça le fait rire. Celui qui l'a produit, qui est horrifié par ce qu'il a dit, se met à rire parce qu'il constate que l'autre rit. Voilà en gros ce qu'il appelle le processus social du public. Alors c'est vrai, mais je crois qu'on peut aller au-delà, comme toujours chez Freud, on peut trouver des choses qui sont au-delà, parce que la grande question quand même, alors il va dire que c'est pas pareil que le comique, parce qu'il y a justement cette troisième personne, mais cette piste-là de la troisième personne, il faut la développer autrement, de façon plus soutenue, dans la mesure où la grande question, c'est ça que j'ai essayé de dire tout à l'heure, qui nous intéresse, et c'est pour ça qu'une analyse ne peut pas se faire avec un magnétophone. Il faut qu'il y ait le corps, la présence d'un corps, en l'occurrence celui de l'analyste, mais aussi bien quand vous rencontrez quelqu'un, pas n'importe qui, il peut tout à fait vous arriver que face à cette personne-là, vous ne puissiez plus parler, c'est quelque chose qui arrive. Hein. Alors on va dire, ben oui, c'est parce qu'il y a un certain type de réel que je rencontre par le biais de cette personne-là, mais le fait de le savoir, ça ne change rien du tout. Hein. Donc, la grande énigme de la création, c'est qu'est-ce qui fait que, on va l'appeler le sujet producteur, avant d'appeler le sujet auteur, le sujet producteur produit ce mot incongru. Ce n'est pas encore un mot d'esprit. Tout d'un coup sort un mot familionnaire. Qu'est-ce qui fait qu'il sort ce mot? Alors là, il faut être assez rigoureux et oui, pour arriver à peu près à dire quelque chose qui soit d'une certaine valeur et qui met en jeu cette articulation. Je crois que c'est ça l'inconscient, hein, c'est pas le refoulé. Moi, c'est pas uniquement le refoulé, peut-être que Freud en parle, notamment au début. C'est ce qu'il va appeler le refoulement primaire, hein, c'est autre chose que le refoulement secondaire. L'inconscient, c'est cette dialectique qui va se passer entre l'autre et le sujet. Alors, le sujet producteur, pour que ce mot sorte par sa bouche, s'incarne dans son corps, nous supposons qu'il faut qu'il ait rencontré une certaine présence. Autre, voilà, l'autre il est là. Il y a d'abord de l'autre, c'est ça l'enseignement de Lacan. L'enseignement de Lacan, c'est qu'il y a d'abord l'autre, un extérieur radical, das Ding, l'autre préhistorique. Freud ne dit pas les choses comme ça, et pourtant il les dit. Mais c'est sûr qu'avec Lacan, il y a quelque chose qui est là. Il y a un extérieur radical qui n'est pas un extérieur, véritablement. Ce n'est pas le dualisme intérieur-extérieur. Mais il y a un extérieur qui est aussi très proche d'un intérieur. Il n'y a pas une barrière entre les deux, mais il y a un extérieur radical que Freud va appeler l'autre préhistorique dans la lettre 52, hein, qui est aussi le Nebelmensch. Il y a donc cette dimension de l'autre qui, par moment, peut soudainement, je cite Lacan dans le séminaire sur l'éthique, nous précipiter du haut de son apparition. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, est entendu, c'est pas pensé, est entendu, c'est complètement, ce que je vous dis, c'est complètement hérétique. Hein. Au sens grec, airesis, ça veut dire choisir. Airo, c'est je choisis. En fait. Donc un hérétique, c'est quelqu'un qui choisit, qui fait un choix. Hein, donc c'est pas le mode de pensée habituel. Donc c'est hérétique au sens où c'est impossible pour le penseur de penser qu'on peut entendre le désir de l'autre. Il entend quelque chose du désir de l'autre. Voilà, ce fameux désir de l'autre, on n'arrête pas de dire toutes sortes de choses, il entend quelque chose d'énigmatique dans le désir de l'autre qu'il reçoit comme un appel. Et en fait, il répond à cet appel par cette chose absolument incongrue qu'est le mot. Mais ça, c'est le début. Premier temps, temps de l'autre. Deuxième temps, le sujet, il n'est pas encore créateur, il est celui qui a fabriqué un mot. Et alors, troisième temps, à nouveau l'autre apparaît. Alors l'autre, comme le dit Freud, il va se mettre à rire. Pourquoi est-ce que l'autre rit? C'est ça la grande énigme.
Alors, on peut supposer que l'autre rit parce que le sujet qui a créé le mot fournit à l'autre le signifiant, c'est un signifiant, qu'il ne peut pas produire et dont il jouit. C'est une jouissance au sens de louir, jouissance. Et c'est une jouissance, ça le fait rire, pourquoi? Parce que il se découvre à ce moment-là non pas tellement amusé par le mot, que, ayant été, c'est le fameux futur antérieur, il aura été la muse, le premier temps où c'est l'autre. C'est-à-dire que l'autre découvre dans le troisième temps que dans le premier temps, sans le savoir, il était la muse. Et il rit, il éclate de rire. Troisième temps. Quatrième temps, création du sujet de l'inconscient. À partir du moment, tout ça, c'est ça le silence, hein, le véritable silence. Vous voyez que ça, c'est ce qui vient à partir du moment où le silence bruyant est porté par la pulsion de mort, par l'esprit qui est la pulsion de mort, à être délesté. Alors, quatrième moment, quand l'autre a ri de cette jouissance, alors le sujet peut rire, mais pas du tout, parce qu'on serait dans le comique, pas du tout par mimétisme. S'il rit, c'est parce qu'il découvre à son tour qu'il y a une nouvelle articulation entre l'autre et lui comme sujet, et c'est ça le sujet, il n'est plus assujetti au désir de l'autre comme au début, il devient sujet, c'est marqué par ce silence, par cette barre, et cette nouvelle articulation, c'est une articulation inconsciente qui n'est pas liée au refoulé, inconsciente, non su, insu, qui fait qu'il n'est plus dépendant de l'autre, c'est-à-dire qu'il découvre à ce moment-là, et il va rire à son tour du fait qu'il est advenu comme sujet. Voilà, la création, le rire comme création. Donc c'est ça, l'esprit, la création. Alors quand ça peut se passer dans le transfert, c'est fantastique. C'est rare, mais ça peut advenir. Donc, évidemment, ça ne se décompose pas comme ça, mais si on veut comprendre ça, c'est ça, c'est dire premier temps, soudainement, l'autre, sans le savoir, et je ne vous parle pas de quelqu'un de précis, hein, ça peut être un bruit, hein, quelque chose vient arrêter la pensée. Parce que à ce moment-là, sidération. Arrêter la pensée. Et le sujet répond à cette question qui lui vient de l'autre par un mot incongru. Deuxième temps. Mais le sujet n'est pas encore le sujet de l'inconscient. Il est en voie, on parlera de la Blue Note par rapport à ça, il est en voie d'advenir comme sujet qui ne sait pas qu'il est sujet. C'est ça le sujet de l'inconscient. Inconscient de lui-même. Mais il faut, pour qu'il advienne comme sujet, qu'il soit reconnu, que l'autre reconnaisse que le sujet, dans le deuxième temps, a répondu à ce qu'il ne savait pas qui était son désir inconscient de l'autre. Et comme il rit, à ce moment-là, ce rire, où il se découvre être la muse du sujet, donc il se retire par ce rire, il se retire de l'assujettissement, c'est véritablement la castration symbolique dans le langage, et du coup, le sujet de lui-même advient, et il le définit par le rire. Si le sujet ne rit pas, ça suppose que l'autre a eu un rire sur Moïse, c'est-à-dire qu'il n'a pas joui de ce que le sujet qui a trouvé le mot lui fournissait. Alors c'est extraordinaire, parce que ça permet de comprendre ce que c'est qu'un enfant et un parent. Alors, habituellement, vous savez que les parents, ils demandent d'obéir. Hein. Alors que là, ce qu'on découvre, c'est qu'un parent, c'est lui qui pourrait jouir, mais pas au sens sexuel, hein, il pourrait jouir de ce que son enfant lui fournirait comme signifiant qu'il ne peut pas produire lui. Ce serait ça, un parent. L'enfant, ce serait la position du sujet. Alors tout ça, ça suppose évidemment, et puis l'enfant, il jouirait à son tour du fait de n'être pas assujetti à son parent. Alors bon,
je trouve que ça ouvre des horizons assez importants, mais ça montre un peu ce que c'est. C'est intéressant parce que c'est pas une histoire de trucs bricolés avec la pensée. C'est dans le discours, ça. Donc c'est quelque chose qui nous est transmis par le discours et par la langue, et c'est pour ça que ça a de la valeur, parce que c'est pas quelqu'un qui décide comment ça marche. Mais on pourrait dire qu'il y a dans le discours et dans ce processus du mot d'esprit, tout ça, c'est-à-dire le fait que l'esprit, quand il passe du silence de l'autre pour qu'advienne le silence du sujet, de l'inconscient. Et l'esprit, il appartient ni à l'autre ni au sujet. Il est le mouvement. Et vous voyez la différence avec la Sainte Trinité, par exemple. Bon. Donc, l'esprit, il est complètement, on va dire, plus qu'autonome, il est la liberté même au sens qu'il ne peut pas être saisi. Et je crois que ça nous amène par ce biais-là à la Blue Note, c'est-à-dire à cette note particulière qu'un jour, vous savez, puis je vais m'arrêter là-dessus, un jour, il s'appelle le peintre, non, qui allait chez Chopin, ça va venir en parlant, rue Pigalle à Paris, Chopin avec Georges Sand recevait toutes sortes de personnages des arts, et il y avait différentes personnes qui venaient, il y avait celle de la Croix, et il y avait différentes personnes qui venaient, et il y avait donc la Croix, il y avait une personne, il y avait notamment un émigré polonais, qui connaissait bien Chopin, donc ça peut très bien se concevoir, s'appelle, je crois que c'est Nimésique, un nom comme ça, qui était un peu fou. Enfin, c'est ce qu'on raconte. J'aime bien les trucs qu'on raconte, si c'est pas vrai, parce que ça aide un peu à penser des choses. C'est comme il était une fois, ça peut pareil. Et on raconte qu'il racontait des histoires absolument horribles, ces personnages-là. Et après qu'il racontait ces histoires horribles, Chopin se mettait au piano, puis se mettait à jouer. Puis il jouait avec toute la grâce qu'on pouvait lui connaître. Et un jour, sans doute le lendemain d'une soirée comme ça, Eugène Delacroix écrit à Chopin, mon cher Frédéric, hier soir, quand vous avez joué, j'ai entendu la note bleue. Alors, c'est pas qu'une histoire de chromatisme, hein, parce que bleu, évidemment, c'est la couleur, chroma. Qu'un peintre puisse dire ça, ça montre que ce qu'il suggérait là, ce qu'il supposait, c'est que lorsque Chopin jouait, pour lui, ce soir-là notamment, après ces choses horribles qui ont pu être racontées, la tétrie, mais quand même, il y a le réel qui est là, je veux dire, avec, et la musique qui essaie de remettre du mouvement, on pourrait dire d'une façon ou d'une autre. Ce qu'a entendu ce peintre, c'est pas n'importe qui, Eugène Delacroix, c'est le fait qu'il y a une note qui n'est pas présente sur la partition et qui pourtant est toujours présente. C'est-à-dire qu'il ne cesse de guider Chopin quand il joue. Il ne le sait pas, mais c'est comme le danseur, par le mouvement de son menton, de son bras, de son doigt, etc. Il y a quelque chose qui indique une direction. Il faut lire, c'est écrit à l'intérieur, ça c'est très intéressant. Et il y a quelque chose, donc, dans ce déroulement chronologique, diachronique entre la mélodie à la main droite, l'harmonie à la main gauche, le fait qu'il faut que la mélodie de la main droite et la tonalité de la main gauche se correspondent à peu près, qu'il n'y a pas trop de dissonance. Et puis, il y a un plus de ça. D'accord, vous savez, il ne faut pas arrêter. La théorie des ensembles a toujours été de dire il y a un plus, il y a autre chose, il y a l'ensemble en plus. Mais on pourrait dire que c'est ça. Cette Blue Note, elle est là, et d'une certaine façon, on pourrait dire que quand ce processus du mot d'esprit arrive, tel que j'ai essayé de le décrire, on ne peut pas être aussi catégorique que je vais l'être, mais quand même, c'est pas impossible de penser que cette présence invisible, elle est là. Et que ce son dont parle Freud à Fliss en 96 ou 98, c'est une certaine perception de ça. C'est quelque chose qui dépasse les intervalles sonores, c'est une certaine présence.
qui est lié à ce silence, parce qu'effectivement, la blue note, c'est vraiment le silence qui s'entend. Et quand ce silence s'entend, eh bien, je crois qu'effectivement, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, on peut encore parler un moment autour notamment de ce processus, enfin de ce déroulement du mot d'esprit, de ces différents temps, qui nous aide un peu à comprendre l'importance du silence, ce silence qui est créé. Puisque tout ça, évidemment, ça se passe. Non seulement parce que ça se passe dans un certain silence au sens acoustique du terme, puisque ce n'est pas quelque chose qui se dit, mais il y a vraiment quelque chose qui fait que c'est du silence qu'advient le mot d'esprit. Du trou dans le silence. On retrouve le trou dont on parlait tout à l'heure, qui peut parfois être horrible, mais c'est vraiment du silence qu'advient le mot d'esprit. Et c'est du silence qu'advient le mouvement fonctionnel, c'est du silence, de ce trou du silence, qu'advient la création qui est le sujet de l'inconscient. On pourrait dire autrement en termes de théâtre, hein, de la coulisse, on va dire un peu comme on peut dire toutes sortes de choses, mais je crois que c'est ça un peu. Et les penseurs que nous sommes toujours en difficulté parce parce qu'on a beaucoup de mal à se fier à ça. On se fie finalement à ce qu'on voit, à ce qu'on entend. Ça me rappelle qu'on peut ne pas... Enfin, le chagrin qu'on peut avoir aussi, par exemple, de remarquer qu'on pourrait ne pas avoir d'humour, mais qu'en fait, ça dépend quand même fameusement de l'interlocuteur qu'on a face à soi. Et que dans des circonstances ou d'autres, ou justement face à d'autres personnes, là, tout d'un coup, on se découvre avoir de l'humour, ou une possibilité comme ça de pouvoir faire des mots d'esprit qu'on n'avait pas rencontré avant, quoi. C'est toujours vraiment de sentir cet autre en nous, quoi. Entre les livres, c'est ce qui fait que quand cette rencontre a lieu, il y a un appel à la création, on va dire comme ça. Et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, par exemple, c'est quatre feux qui se rencontrent, qui discutent avec quelqu'un, l'avocat vient du roi, il est dans le prince, ça se passe très bien, etc. Et puis il rencontre un mot, R. Alors, on peut expliquer la mécanique, c'est pas le problème, hein. La mécanique signifiante au sens des mots, des phonématiques, mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il ne peut pas trouver un mot d'esprit? Il aurait pu trouver un mot d'esprit au moment où il prononce R. Il ne le trouve pas, il est complètement assujetti, donc il va guider comme ça dans ce regard qui ne quitte plus jusqu'à ce qu'il voit le peintre sur le tableau, Paovietto, là, et en fait, évidemment, le fait qu'il oublie Signorelli, il ne répond pas du tout à la question qui s'est posée à lui quand il a rencontré R. Néanmoins, c'est en partant de là qu'on pourra retenir, mais on ne saura jamais ce qui... Même si on peut expliquer que R, c'est Signor
en italien, que Signorelli, etc., et Monticello, enfin toutes les associations que vous connaissez. Mais, donc ça montre que ce dont on essaie de parler, c'est quelque chose qui est non seulement qui n'est pas évident, mais qui fait que, comme tu le dis, il faut qu'il y ait une certaine présence autre. Et si vous y réfléchissez, tout ce qui se passe dans une analyse est basé là-dessus. Là. Ce qui se passe, une sorte d'intuition, de savoir inconscient de celui qui vient parler, à celui-là et pas un autre, ça ne fait pas rien, donc à l'analyste. On choisit aussi son analyste. Oui, mais on le choisit consciemment, mais c'est bien ça le problème, c'est qu'est-ce qu'on choisit. Parce que il y a des vieux analystes qui disent que quand on choisit de dire des trucs, là, vous savez ça sans doute, quand on choisit des analystes, on choisit surtout quelqu'un qu'on pense qu'on va rouler. Hein? Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Pour montrer que c'est pas du tout un truc, ça veut pas dire qu'on le sache. Hein. Puis peut-être que justement, il faut aussi passer par là, j'en sais rien, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment ce qui va se passer là, dans cette articulation entre le sujet et l'autre, où l'analyste est complètement appliqué. Hein. Ça ne veut pas dire que l'analyste c'est l'autre, mais il est impliqué dans son rapport à son propre autre. Il faut bien qu'il se laisse embarquer dans quelque chose. Et il est intéressé par le symptôme, intéressé au sens de lui-même, par le symptôme de l'analysant. Du moins, c'est ce que l'analysant pense. Il y a quelque chose, sinon il en trouvera un autre. Hein. Et comme récemment le jury passe, il y a des choses extraordinaires, c'est que le passant a appris, le passeur a appris à la fin, hein, donc il y a un passant, il décide de faire la passe, il va y avoir deux passeurs, et puis après les deux passeurs, ils vont parler aux 5 personnes du jury. Bon, voilà, c'est disponible, puis après il y a un coordinateur qui a reçu un des membres du jury qui a été désigné avant pour aller parler au coordinateur, et à la fin, le coordinateur dit quelque chose au passant de ce qui s'est passé dans la procédure. C'est normal, le jury restitue quelque chose. C'est le processus qui existe dans le cadre de l'intérêt associatif. Alors, eh bien, à la fin des rencontres entre le passant et le passeur, il y a un des passeurs qui a découvert qu'il avait le même symptôme que le passant. C'est-à-dire que la phobie en question, elle existait chez l'un et chez l'autre. Tout ça pour dire que, alors, il y a un tirage au sort, mais quand même, ce que je veux dire, c'est que l'analyste est effectivement complètement intéressé au sens inter-essai, au sens d'être, hein, entrer dedans, ce qui se passe au niveau du symptôme de l'analysant. Ce qui fait que maintenant, 75 disent qu'il y a très peu de différence entre la place de l'analyste et la place du symptôme. La seule chose, c'est que le symptôme qu'a appris d'être parlant, c'est à glisser dessus, et que l'analyste, ce qui sera important, c'est de ne pas glisser dessus. Vous voyez que c'est logique avec tout ce que je vous ai dit, du symptôme, que l'analyste ne soit pas loin de la place du symptôme, puisque au moment où on rencontre cette question-là, ou bien on part du côté du symptôme, ou bien on part du côté de la place. Donc c'est normal que ça soit très très proche. Et c'est une proximité qui est en même temps l'énorme différence. C'est toute la question d'altérité qui va se mettre en jeu. C'est ça le problème. Comment ça passe? La question qui se passe à ce moment-là, c'est comment ça passe par le corps de l'analyste, à nouveau, toute cette question-là. Le corps de l'analyste, c'est pas les molécules, là. La façon dont il est vivant, dont il est incarné dans son corps, à mon avis, intervient par le transfert, c'est logique. La question, c'est pas de parler ou pas parler, ça c'est peut-être autre chose. Il y en a qui racontent ça, mais c'est pas ça. C'est quel rapport on a avec le corps qu'on va muscler quelque part, mais avec autre chose. Encore que c'est pas faux, c'est ce que je veux dire. Avec le corps qu'on balade comme ça, c'est pas le corps qu'on fout dans le train comme ça pour aller, il faut le faire marcher le plus longtemps possible parce qu'on a mal. C'est pas ce corps-là, c'est le corps. Vous voyez, c'est le corps qui est en jeu dans le cri du non-géant, par exemple. C'est le corps-là qui lâche quelque chose. On dit souvent qu'on reconnaît l'analyste au fond la qualité de son silence. Voilà, par exemple, oui. C'est ça. C'est ça, l'analyste, au fond, il doit pouvoir faire silence, il doit pouvoir faire taire l'autre qui est en lui. Oui. C'est qu'au fond, s'il arrive à faire taire l'autre qui est en lui, qu'il arrivera bien d'entendre l'autre
c'est du silence qui en lui qu'advient pour lui sur l'interprétation qu'il va pouvoir faire. De la même façon que c'est de ce silence qu'advient de vos esprits ou de la création. Font l'interprétation sur une création qui advient sur fond de silence. Faut quand même aller au-delà de ce que l'interprète, c'est le sujet de l'inconscient. Ce que j'essaie de vous démontrer, moi, c'est que dans le processus du mode esprit, il n'y a pas une interprétation, il y a un interprète qui apparaît. Cet interprète, il surgit, enfin, on va prendre le théâtre de la coulisse, du trou, du silence, mais du silence qui n'est pas du tout un vide au sens d'un gouffre, non. Il surgit du fait qu'il y a un lieu, je ne sais pas comment on peut appeler ça, moi, alors le nihilo, quoi, si on prend des références à la création, l'ex nihilo, il surgit, je ne sais même pas comment on peut en parler, puisque quand ça nous arrive, si ça nous arrive une fois, une ou deux fois, ou pas du tout, je ne sais pas, enfin, moi ça m'est arrivé dans ma pratique, c'est après coup que c'est l'analysant qui va dire quelque chose de ce qu'il a entendu, lui, comme pouvant être le lieu d'où est sorti quelque chose par notre voix, de ce lieu de silence. C'est l'analysant qui va le dire. Nous, on ne sait pas, puisqu'il y a ce processus du mon esprit que j'ai essayé de définir. On ne peut pas le savoir au moment. Et on ne peut pas à la fois produire et créer. Entre produire et créer, il y a l'altérité, il y a l'autre qui l'entend. C'est ça le passage du mon esprit. Sinon, on reste dans le comique. Alors, qu'est-ce qui fait que il faut c'est ça qui est problématique dans le transfert, et c'est ce que l'analysant, je pense, évidemment, peut penser au début. Hein, c'est à la fin qu'il peut commencer peut-être un petit peu à avoir une petite idée de ça, mais au début, il pense, et peut le dire, que c'est l'analyste qui sait, quoi, qui a tout ça, alors qu'en fait, ce qu'il peut être amené à découvrir, c'est que c'est lui qui va, et c'est ce que Lacan avait d'emblée compris, c'est-à-dire qu'il disait que quand il a voulu essayer un petit peu d'articuler dans son école différentes places, il disait qu'il n'en avait rien à foutre que ce soit dans son école ou pas, mais si un analysant pouvait manifester par l'analyse qu'il a fait le fait qu'il y a quelque chose qui avait eu lieu, son analyse immédiatement était à eux. Qu'il soit de l'Institut, ça n'avait aucun... Donc il croyait vraiment à ça, c'est-à-dire que c'est l'analysant qui autorise, du coup, hein, c'est comme le processus du mode esprit. Hein, c'est génial, c'est quelque chose, c'est complètement... c'est pas tellement fait ce qui s'est passé dans l'école freudienne, enfin, bon, ça c'est autre chose, mais ce que je veux dire, ça montre à quel point on touche là quelque chose par le biais de, vous remarquez, de ce silence. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire ce que c'est que le silence. On ne peut pas dire ce que c'est, et pourtant c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas dire le silence, c'est ça. Néanmoins, il se manifeste comme ayant, on est obligé de faire écho à la façon dont on conjugue les verbes, au fait qu'il aura été, c'est après tout qu'on peut le dire. Alors que la note bleue, par contre, elle, je reprends un travail d'Anna aussi, il dit lui que c'est plutôt l'avant-coup. La note bleue, elle est là avant. Et la psychanalyse ne prend pas en compte ça, véritablement. Freud ne le prend pas en compte, il prend en compte que l'après-coup. Et je crois qu'on peut penser que, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec la pulsion invocante, c'est pour ça que ce n'est pas une pulsion comme les autres pulsions. On ne peut pas dire qu'il y a un objet partiel au sens des autres pulsions, c'est aussi pour ça qu'elle est tout à fait intéressante par rapport à ça. Et cette pulsion, on pourrait dire qu'elle est là, toute la question est celle de savoir ce qui fait qu'à un moment, elle se fait entendre. Elle se fait entendre. Mais donc il faut quelque chose sur lequel elle colle pour qu'elle puisse l'entendre. Il faut que la pensée disparaisse. Dans un premier temps, il faut que la pensée disparaisse. Tant que la pensée est là, on est sourd et muet. Mais si elle est tout le temps là, à la limite, on n'entend pas. Quoi. Oui, on n'entend pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse choc. Oui, elle est là. Oui. Elle est là. On ne sait rien, mais je le prends. C'est une pulsionnelle. C'est pulsionnel, voilà. C'est le mouvement pulsionnel. Il est là. Il y a quelque chose qui fait que ça surgisse. Et le moment où elle n'est plus là, c'est quand on meurt. Tout à fait. Hein, je crois que la question du silence, on ne peut vraiment pas dire ce que c'est.
le silence, je ne sais pas si vous dites les dépulsions, j'en sais rien. Mais le silence de la pulsion, non, ça c'est assez connu. Mais au sens où on essaie de dire, c'est quelque chose qui introduit, qui crée un silence. Moi, je trouve que c'est vraiment ça la pulsion. Je ne sais pas qu'on peut parler de... Et après, quand ce silence est introduit, pulsion de vie et pulsion de mort vont se nouer pour créer quelque chose. Pour créer quelque chose. Lors du vivant. Mais il n'y a pas l'éros et le thanatos qui sont en opposition comme le décrit Freud, je crois que on pourrait dire que l'analyste, au fond, c'est lui qui doit pouvoir à un certain moment penser et pouvoir arrêter de penser pour pouvoir entendre. Oui, je crois que le plus compliqué, c'est d'arrêter de penser. C'est d'entendre. Je ne sais pas si c'est d'arrêter de penser, parce que je ne sais pas comment on peut faire pour arrêter de penser. C'est d'entendre. Arrêter de penser, dans le sens d'arrêter d'entendre l'autre. Mais oui. de pouvoir entendre l'analysant. Oui. Ce qui fait que, je ne sais pas, vous avez déjà assez d'expérience là, devant un tableau. L'autre de la pensée, enfin celui qui fait du bruit. Devant un tableau que vous avez déjà vu 20 fois, 30 fois. Ou un peintre qui fait un tableau, il le met dans un coin, puis 20 ans après, tout d'un coup, c'est Minsky ou d'autres qui ont fait ces expériences, tout d'un coup, il voit, je ne sais pas quoi, une lumière. C'est pas possible, j'ai jamais fait ça, il découvre que, etc., qu'il y a quelque chose de tout à fait vivant dans ce tableau, quelque chose d'extraordinaire. À ce moment-là se pose la question de l'œuvre d'art, que ce soit cette œuvre qui se passe dans le transfert, sur le divan, si on prend cette métaphore-là, où il y a vraiment un conflit qui apparaît, mais un conflit vivant, c'est plus du tout entre sans doute le fait d'entendre, le fait de voir, pour autant que ce qui compte, c'est pas d'entendre ce qui est raconté, encore que c'est tout à fait intéressant l'histoire, mais le problème, c'est de ne pas être pris par les constructions, enfin de la vie, ça c'est dans la vie maintenant, de ne pas être pris par les constructions qu'on va faire à partir de l'histoire. Parce que si on se met, Freud est passé là-dedans, il lisait l'étude sur l'hystérie, c'est très bien raconté. Si on se met à faire une construction, même si elle est juste et qu'on la livre, ce que va découvrir Freud, c'est qu'il renforce le refoulement. Il ne sait pas, mais c'est étonnant ce qu'il nous transmet, par le fait que justement, il nous transmet les choses auxquelles il est tombé lui-même, et ce que va lui dire par exemple Lucie hier, quand il va lui expliquer tout ça, vous l'avez entendu il y a 30 ans, là, il l'a trouvé parce qu'elle a une anosmie, etc. Et puis il construit un truc en disant que si elle ne peut pas rentrer chez elle, si, c'est pas parce qu'elle est très dévouée aux enfants, bon, c'est parce qu'en fait elle aime le père des enfants. C'est vrai. Mais elle lui dit, bah oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, Freud. Peut-être les plombs, parce qu'il dit, bah, si vous le pensiez, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Parce que Freud, à ce moment-là, découvre, il ne peut pas l'accepter, il découvre la différence entre le savoir sur la vérité, qu'il a essayé de livrer, ça ne sert à rien, et puis l'autre mouvement dont on essaie de parler, ce n'est pas le savoir sur la vérité délivré à quelqu'un qui est important, c'est la vérité qui vient d'elle-même. C'est ça. On pourrait dire que la bonne interprétation, c'est celle qu'on lâche, comme on lâche un coup à un organisme. Oui, on pourrait dire comme ça, oui. 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 Quelque chose de... Qu'on sait pas retenir, qui viennent comme oui, ça. C'est ça. Oui. Et que c'est surtout hors anticipation par la pensée. Et c'est après qu'on va se rendre compte de ce qu'on a dit éventuellement. Et c'est important parce que ce conflit entre le penseur que l'on est et puis le sujet de l'inconscient, finalement c'est le conflit entre, bien sûr, le moi, vous avez reconnu ça, le moi, le surmoi, d'un côté, et puis le sujet de l'inconscient. Donc c'est en permanence, c'est le schéma M, c'est tout ce que vous voulez, c'est le passage de l'autre au sujet, c'est en permanence de ça dont on parle de toute manière. Si on veut prendre quelques références topologiques relativement simples, c'est aussi le passage du niveau inférieur du graphe au niveau supérieur du graphe, si on veut prendre des références comme ça un peu topologiques abordées par Lacan, puis après c'est que la topologie, mais bon, Lacan a été amené à prendre différents modèles pour essayer de parler de ça. Le grand truc qui reste un peu en travers de la bouche, qui n'est pas facile à avaler, c'est le coup du signifiant.
Ça, c'est un drôle de truc. Le signifiant, vraiment, c'est le roi, c'est le silence. Ça, c'est complètement ridicule. C'est le silence qui résonne. Alors, tu vois, on ça peut pas, c'est pas possible le silence qui résonne. C'est ce truc. Qui résonne au son et au sens. Je sais pas. Qui résonne et qui ne va pas s'inscrire sur un CD. Heureusement qu'il y a ça. S'il n'y avait pas ça, on serait foutu, puisque j'en ai vu sur la télé qu'ils font des logiciels pour arriver à faire de la musique comme pouvait faire Bach, etc. Maintenant, ils font autre chose, c'est pas inintéressant, mais il y a quelque chose qui ne pourra jamais passer dans le... Il y a encore une question? Non? Oui. Tu amènes la question des séquences pour le mot d'esprit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport au temps qui est non séquentiel, qui est de l'ordre d'une immédiateté? Oui. Ou même qui inverse quelque chose et qui... Mais oui, c'est ça. Ce qui fait qu'on est empêché de penser. D'entrée de jeu. Oui. Oui, qu'on ne peut même pas penser. Non. Oui. On est empêché. Oui. Tout à fait, oui. Puisque... Mais là, on est complètement figé, c'est ce que tu veux dire? Ou pas? Oui, c'est ça. ou Empêcher, ça veut dire quoi? Empêcher parce qu'il y a une double inversion. Puisque, au fond, le premier qui parle, il s'entend dire quelque chose qui est déjà une réponse à son insu, de quelque chose qui n'a pas été dit par l'autre, qui est un cadeau, d'une certaine façon. Parce que il reçoit quelque chose qui a été offert à l'insu de celui qui l'offre, et qui va être le premier à rire. Oui. Oui. Le premier à rire est celui qui, en fait, a fait un mouvement dont il n'est pas conscient. Oui. Donc il y a une double inversion du temps. Oui. Oui. Qui donne une sens, c'est ce qui donne cette sensation d'immédiateté qui fait que ça va trop vite et qui donc en fait a empêché de penser. Oui. Je trouve que ça rend assez bien compte de quelque chose qui est... Je ne sais pas si moi j'ai entendu ça beaucoup il y a une vingtaine d'années, ce fameux désir de l'autre. Mon désir, ton désir, mon désir, enfin, il y a plein de trucs qui fonctionnaient, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais autour comme ça, d'une façon de transmettre quelque chose d'erroné dans l'enseignement de la Corse. Ce que l'on dit, évidemment, là, quand il a fallu le temps pour l'élaborer, donc il ne faut pas lui demander de... Bon, mais ce que l'on dit, c'est un peu ce que l'on peut transmettre, ce que l'on peut entendre, de ce que peut transmettre Lacan par rapport à cette formule qui est le désir, c'est le désir de l'autre. Tu vois comme c'est compliqué, en fait, cette formule-là. Parce que le désir de l'autre, d'emblée, il faut articuler la barre sur l'autre, sinon ça ne peut pas être le désir de l'autre, c'est la demande déjà. On peut au moins dire ça, c'est au moins la demande, voir la jouissance. Pas au sens jouissance, pas au sens d'entendre. Bon. Donc le désir, c'est le désir de l'autre, c'est vrai, mais c'est le début du trajet. Le désir, ça ne peut pas être le désir de l'autre, sauf dans la névrose. Puisqu'il y a ce temps, ce quatrième temps, qui est celui où le sujet découvre, c'est-à-dire que l'autre, ce que l'autre lui transmet par son rire, lui, il va l'interpréter autrement, c'est-à-dire il va l'interpréter comme le fait que l'autre s'est retiré, c'est-à-dire qu'il est seul. Il peut jouir, lui, de cette solitude, et il n'est pas à ce moment-là seul au sens d'être seulement l'objet. C'est tout à fait autre chose, c'est une véritable explosion, complètement autre chose. Quand tu entends le cri de Don Juan habituellement, il est interprété dans la logique du final comme le cri de découverte de l'horreur. La terre s'ouvre et le sous-titre c'est « Il
dissoluto punito, le dissolu, puni, disparaît, malheur à celui par qui le scandale arrive, Matthieu. Bon, donc, il disparaît et il découvre. Alors, comme on nous a dit ça, c'est ça que je trouvais extraordinaire, pendant très longtemps, en fait, c'est ça qu'on va entendre dans le cri. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de dire là est complètement usé, n'existe, enfin, il existe, mais ça ne s'entend absolument pas. C'est-à-dire que le cri, c'est évident que tout le processus du mode esprit n'existe pas, c'est-à-dire qu'en fait, ce cri, c'est un cri de damnation qui est proféré par Don Juan qui découvre l'enfer. À partir du moment où un entendeur, ou l'entendeur que tu es ou que je suis, n'entend plus ça, mais il ne sait pas ce qu'il entend, on revient au temps antécédent. Ah, c'est ça que je trouve. Et à ce moment-là, se met en route toute la logique que tu reconstruis autrement le final. C'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé par hasard dans ce final qu'il y avait. Ça on ne trouve pas. Vous n'avez pas le trouvé du tout chez les grands connaisseurs de musique. À savoir qu'à un moment dans le dialogue entre le commandeur, et c'est pas Don Juan, il s'adresse à Leporello tout au début de la rencontre. En fait, ce qui est écrit dans la partition, mais qui ne s'entend pas avec les oreilles normalement, il y en a un seul qui l'a entendu, c'est Darius Milhaud, en 1950. Il y a en fait une série de 12 sons, c'est-à-dire la musique que va découvrir avec crainte et tremblement et angoisse terrible Schoenberg au début du XXe siècle. Et il y a une série de 12 sons que je l'ai trouvé parce que Jean-Michel Vives je lui parlais de ça, puis il me dit mais qu'est-ce que tu me casses les pieds avec ce truc, puis à un moment, c'est ça qui est étonnant. Ben, il me dit tiens, ça y est, je sais pourquoi ça me casse les pieds, il ne l'a pas dit comme ça, mais j'imagine qu'il a pu le porter. Voilà, j'ai trouvé. On m'a dit qu'un jour, quand je faisais mes études, puisqu'il avait des études musicales, que Darius Milhaud, là, avait entendu une série. Et la série, elle est avant le cri, puisque j'ai cette série de musique à 12 sons. Mon idée, c'est que cette fugitive, là, la série à 12 sons, qui est dans la partition, qui est en fait, c'est extraordinaire, parce que c'est non seulement la voix du commandeur, mais c'est aussi les instruments. C'est un dialogue entre les instruments et la voix du commandeur, qui s'y pache di Cibo au Céleste, c'est-à-dire que c'est autour de ces mots-là, mais il y a quelque chose qui apparaît à ce moment-là dans la partition qui ne s'entend pas. Et l'hypothèse que je formule, moi, c'est que, sans le savoir, Don Juan, parce que c'est quand même assez étonnant, à partir du moment où ce passage a eu lieu, la réplique est tout à fait différente entre le commandeur et Don Juan. Don Juan, je vous ai montré, je ne vous ai jamais montré on n'a pas de vidéo là. Je n'ai pas pensé. Oui, je vais montrer au colloque. Voilà. Oui. C'est ça, cette mise en scène à Amsterdam particulière de Johnny Le Gardiner, où à ce moment-là, je trouve c'est extraordinaire, et je trouve d'autant plus extraordinaire ce que j'ai dit au colloque, c'est que cette mise en scène-là d'opéra, on ne peut pas la trouver. Tout se passe comme s'il était complètement censuré, moi j'arrive pas à la trouver en DVD. C'est quand même extraordinaire. Elle a eu lieu à Amsterdam en 1995. Et je trouve que cette mise en scène-là montre bien qu'à ce moment-là, Don Juan, étonné, alors il est étonné bien sûr parce que le commandeur arrive, mais ça, bon, il n'est pas si étonné que ça. Mais à partir du moment, à un certain moment, il a entendu, je ne sais pas s'il a entendu, mais enfin on ne peut pas ne pas le supposer, il demande au commandeur, mais vas-y, parle, et le commandeur lui dit, je parle, écoute-moi, et l'autre lui dit, parle. C'est un dialogue apparemment de suite qui n'est pas du tout, ils ne sont plus au même endroit. À partir du moment où cette série à 12 sons apparaît dans la musique, c'est ça le silence. Je crois que c'est ça le silence. Le silence, il est là. À ce moment-là, il y a quelque chose au niveau du rapport à l'autre du commandeur qui n'est plus comme avant. Et donc, tout ce qui va se passer dans le final, et qui va être, on pourrait dire, qui va être éclatant dans l'éclat de ce cri, on peut presque supposer que cette note bleue, elle apparaît éclatante, elle peut être entendue au moment du cri, juste comme ça, mais elle guide tout le final. Alors, en disant ça, je suis complètement commentateur, et je m'en fiche, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre un peu ce qui peut se passer dans une séance, jusque-là. Quelque chose du même ordre, je ne dis pas que c'est comparable, mais c'est quand même quelque chose comme ça dans une analyse. Eh bien,
à partir du moment où j'ai entendu cette étrangère, cette fugitive, cette note bleue, d'une certaine façon, à ce moment-là, on ne peut pas ne pas supposer qu'il l'a entendu, eh bien, effectivement, non seulement il répond au commandeur, il lui demande de parler, mais le commandeur est à bout d'arguments et il se retire. Et c'est essentiellement dans le Don Giovanni de Mozart qu'il se retire. Dans le Don Juan de Tirso Molino, le commandeur ne se retire pas. Dans le Don Juan de Molière, le commandeur reste jusqu'à la fin. Et dans le Don Giovanni de Mozart, il se retire. Alors c'est quand même étonnant, je veux dire. Il se retire parce qu'il n'a plus rien à dire. Il a suffisamment raconté des trucs, il n'a plus rien à dire. C'est toujours la même chose. Il me dit, j'ai pas de temps à perdre. Il dit, en gros, c'est fini, c'est plus le temps, je m'en vais, etc. Donc, et pourtant, est passé dans sa voix, c'est ça, est passé dans la voix du commandeur quelque chose d'extraordinaire. Et il n'a vraiment pas entendu du tout. Et pourtant, Don Juan, d'une certaine façon, essaie de lui faire entendre. Mais, bon, peut-être que si le commandeur avait... Alors, mon hypothèse, je ne l'ai pas mis dans mon article, mais ce sera peut-être dans le livre qui va suivre, mon hypothèse, c'est peut-être que si le commandeur avait pu entendre le cri, mais à ce moment-là, on ne serait plus dans le Don Juan habituel, parce qu'on est dans un autre Don Juan. Dans un Don Juan qui était le féminin, qui n'était pas il ne courait pas après les femmes, mais qui était le féminin, pas la féminité. Sans doute, c'est ça qu'il a entendu dans cette fugitive, dans cette note bleue, c'est quelque chose de cet ordre. Donc ça rechange un peu la disposition habituelle. Cette fonction d'entendre. Ce que j'ai essayé de vous faire passer, c'est le fait que ce qui est important, c'est, en fait, c'est ce conflit entre entendre des mots, du sens, et puis entendre quelque chose d'insaisissable. Souvent, les mots sont plus pareils. Alors ça, c'est une expérience du théâtre qui montre bien ce que je pense. La musique, c'est ça. Je pense que ça fait un peu du silence. Ce qui serait intéressant, c'est Mais je savais qu'il y a des musiciens qui sont là pour vous. Non, mais entendez bien, entendre du silence, ça ne veut pas dire du tout que... Donc demain matin...